Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous explique simplement le Bitcoin, les blockchains et la décentralisation numérique. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car c'est le 10e. Et oui, déjà 21 millions qu'on passe ensemble à vulgariser cet univers passionnant et c'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve à chaque épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça me fait chaud au cœur. Je vous le dis souvent sur Twitter, mais j'en profite pour le faire ici de vive voix car vos remarques et vos encouragements sont le carburant qui me fait avancer. Mais 21 millions, c'est aussi la qualité des intervenants et je voudrais remercier les 10 personnes qui m'ont accordé du temps pour parler de leur travail et de leurs rêves pour le monde numérique de demain. Si vous avez envie que 21 millions grandisse encore, partagez les épisodes sur les réseaux sociaux. Faites un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ce sont ces petits gestes qui ne coûtent rien, qui rendront 21 millions un peu plus visibles. Alors pour ce 10e épisode, je reçois Laure Delaraudière, députée Les Constructives d'Eure-et-Loir. C'est une spécialiste des questions numériques depuis des années et elle est très active sur le sujet blockchain. J'ai pensé que ça serait intéressant d'avoir une conversation avec elle, pour qu'elle nous raconte la façon dont elle conçoit son métier de parlementaire. Il n'échappe à personne que ce sont les députés qui font les lois, et cette mission est fondamentale pour faire de la France une nation attractive dans le monde numérique de demain. Elle nous racontera ainsi comment elle juge la régulation des cryptos qui se met en place, et elle nous dira si elle pense que la France peut ne pas rater cette révolution, comme ça s'est passé avec Internet dans les années 90. Allez, je vous laisse découvrir cette rencontre inspirante. Bonjour Madame la députée, bienvenue dans 21 millions. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir car vous êtes l'une des meilleures spécialistes des questions numériques dans le monde politique. Sans trop raconter ma vie, je vous ai connu lorsque vous portiez la mission parlementaire sur la neutralité du net en 2010. Et à l'époque, vous aviez fait preuve d'une connaissance fine des enjeux d'Internet. C'est donc sans surprise que je vous retrouve sur les blockchains et les crypto-monnaies. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert cette nouvelle technologie ? Ah, c'est quelqu'un qui est venu m'en parler ici en mi-2016. D'abord, j'ai toujours été curieuse des nouvelles technologies. Je suis ingénieure des télécommunications. On échange beaucoup avec mon époux sur toutes les innovations depuis toujours. Et donc, lui m'avait parlé bien sûr du Bitcoin. Il avait commencé à essayer d'en acheter, de regarder comment ça se passait. Donc, je vais regarder ça de très loin en fait à l'époque. Et puis, mi-2016, il y a un avocat qui vient me voir en me disant écoutez, il y a cette nouvelle technologie qui est la blockchain et on aimerait pouvoir faire évoluer la loi pour permettre l'échange de titres de sociétés non cotées par l'usage de cette technologie décentralisée. Parce que ça permettrait de gagner en efficacité et en productivité et donc ça améliorerait le financement, l'accès au financement en fait des PME non cotées. Je trouvais que l'idée était intéressante parce qu'elle rejoignait deux préoccupations. Le développement des entreprises, le développement des PME, que je soutiens au sein de la Commission Affaires économiques. Et deuxièmement, une nouvelle technologie qui était prometteuse d'un point de vue technique. Donc, ils m'ont expliqué comment ça se passait, ce que c'était que les registres décentralisés, ce que c'était que le minage. Et puis, j'ai commencé à lire là-dessus. Et dans le cadre de l'examen de la loi Sapin 2, j'ai porté un amendement sur ce sujet-là. Finalement, c'est le gouvernement qui a déposé lui-même un amendement pour légiférer par ordonnance sur la possibilité d'échanger les titres de sociétés non cotées avec la technologie blockchain. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à rencontrer des gens qui s'intéressent à ces sujets, j'ai commencé à participer à des colloques, à intervenir. Et vraiment, plus je creusais, plus je me disais que cette techno, en fait, change la gouvernance des filières économiques, change la gouvernance, pourquoi pas politique. Et donc, c'est un ovni politique en soi et qu'il est très important que le Parlement, et en particulier l'Assemblée nationale, puisse monter en compétence sur ces enjeux. Donc c'est plutôt étonnant parce que vous êtes une des rares personnes à ne pas avoir découvert cette technologie-là par le Bitcoin. Oh, j'en ai entendu parler par le Bitcoin, mais moi-même, j'ai pas acheté directement de Bitcoin, plus par paresse de savoir comment il fallait faire pour acheter des Bitcoins.
c'est que je voulais pas aller voir ma banque pour acheter des bitcoins. Sinon, je pense que je l'aurais fait. Et donc, il fallait passer par des... Voilà, et c'est plutôt... Je vous ai dit, c'est mon mari qui en a acheté à l'époque. Il m'a dit comment il avait fait. Donc, j'ai eu cette expérience à titre familial. Et puis après, j'ai été... Mais un peu plus tard, c'était en 2017, j'ai été visiter la maison du bitcoin à Paris, Coin House maintenant. Et donc, ils m'ont montré comment on achetait des bitcoins. Et j'ai vu que c'était très simple. D'accord. Très simple, mais aussi sécurisé. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé ma pièce d'identité. Ils ont un contrôle de KYC. Et donc, ils m'ont expliqué tout ça. J'ai trouvé que c'était intéressant que ça soit aussi simple et puis qu'ils aient cette place aussi physique, en fait, pour que les gens puissent se renseigner, qu'ils puissent faire de la pédagogie, en fait, sur le Bitcoin et puis, pourquoi pas, la technologie blockchain. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que vous rendez très prochainement un rapport parlementaire avec votre collègue Jean-Michel Miss, qui est député à l'REM de la Loire. Alors, ce rapport a été plusieurs fois décalé, mais vous pouvez peut-être nous dire maintenant quand est-ce qu'il sera publié et surtout quelles en sont les premières conclusions. Alors, nous allons le présenter à nos collègues des 3 commissions concernées, la commission des lois, la commission des affaires économiques et la commission des finances. Donc, ça fait quand même un total de 210 députés le 12 décembre prochain. Donc la procédure, c'est qu'on présente ce rapport à nos collègues et nos propositions, qu'ensuite les collègues valident la publication et après on en fera la communication. Je ne peux pas vous dire en fait quelles sont les propositions concrètes qu'on va avoir. L'objectif, parce que d'abord, je dois laisser la priorité à mes collègues députés avant l'autorisation de la publication. C'est la procédure et c'est une marque de respect vis-à-vis du travail du Parlement et vis-à-vis de mes collègues. Et puis parce qu'il n'est pas complètement finalisé, on a encore quelques jours, quelques semaines de travail dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça soit Jean-Michel Miss ou moi-même, on aura à cœur de pouvoir, expliquer en quoi la technologie blockchain est une technologie révolutionnaire. En ce sens qu'elle change la gouvernance qui peut exister au sein des filières économiques ou même dans les relations d'un citoyen avec l'État. Et puis on l'a vu dans le cadre du Bitcoin, en fait, carrément s'affranchir en fait des institutions qui sont les institutions bancaires ou la banque centrale et enfin globalement c'est s'affranchir aussi du contrôle de l'État sur les monnaies. Donc on va avoir un discours que je souhaite positif pour, faire de la pédagogie, mais 2, dire aussi qu'en France, on a les talents nécessaires d'un point de vue informatique, d'un point de vue recherche, pour pouvoir s'emparer, en fait, de cette technologie et construire des plateformes qui seront des plateformes pour l'économie de demain. Donc, je veux pas qu'on recommence l'erreur qu'on a eu au moment d'Internet, où le discours il y a quelques 30 ans autour d'Internet, c'était de dire c'est un réseau qui pourra pas supporter les échanges commerciaux, c'est un réseau qui a des difficultés de scalabilité, c'est un réseau qui est pas sûr parce qu'on peut y mettre n'importe quel type d'équipement au debout et qu'en plus on n'est pas sûr que toute l'information transportée d'un point A à un point B soit complètement restituée de façon intégrale au point B. Enfin, il y avait beaucoup de critiques et finalement la France n'a pas eu l'audace en fait de s'emparer d'Internet et des potentialités d'Internet, alors même que Louis Pouzin, qui est français, avait bien compris l'intérêt du datagram et on aurait très bien pu avoir un développement de l'Internet en Europe et en France si on avait eu l'audace de se lancer sur ce marché-là. Pour situer, Louis Pouzin, c'est un ingénieur français qui a participé à la création du protocole qui est derrière Internet. Mais les pouvoirs publics à l'époque ne l'ont pas laissé continuer ces projets, c'est ça ? Oui, parce qu'on n'y a pas cru. On s'est dit, en fait, ce protocole est pas suffisamment sûr, c'est pas suffisamment on n'est pas suffisamment capable de déployer ça à grande échelle sur les réseaux.
Et en même temps, à l'époque, on était sur des réseaux informatiques qui étaient hyper contrôlés et on a préféré continuer comme ça, où on avait une validation de tous les équipements qui étaient connectés à tous les bouts du réseau par, ça devait s'appeler encore la DGT à l'époque, ou en tout cas une autorité de réglementation. C'est dommage. Et en fait, on entend les mêmes critiques dans le cadre de la blockchain, alors qu'en France, là, on a des publications en matière scientifique sur la blockchain qui sont de qualité, qui sont reconnues au niveau international. On a, même plus qu'au moment de l'Internet, un développement et un écosystème de start-up hyper dynamique. Donc, on a un beau terreau favorable. Voilà. Et moi, je veux que ça soit c'est des forces audacieuses politiques qui essayent de construire l'avenir plutôt qu'on soit dans un schéma conservateur en se disant attention, on maîtrise pas bien, donc on n'y va pas. On maîtrise pas bien les conséquences de l'utilisation de la blockchain dans toutes les filières, dans le rôle de l'État. Moi, je me dis que c'est tellement source de gains et de transparence et de décentralisation que ça s'imposera d'une façon ou d'une autre aux filières économiques, et je préférerais que ça soit à partir de plateformes françaises que de plateformes chinoises, américaines ou autres. Alors, vous avez plusieurs fois déclaré que les crypto-monnaies étaient indissociables de la technologie blockchain. Alors, ce discours tranche avec les poncifs régulièrement utilisés par certains de vos collègues qui considèrent que la blockchain c'est le futur, mais que Bitcoin c'est pour les criminels. Ça ne vous a pas attiré des colibés à l'Assemblée ? Non, en fait non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien. Et quand j'interviens sur les sujets d'innovation et de technologie aujourd'hui, j'ai une certaine légitimité à m'exprimer parce que ça fait 11 ans que je suis sur les sujets numériques. Et donc, il y a peut-être certains qui pensent, comme vous le dites, mais qui ne me critiquent pas là-dessus. Donc, et c'est aussi pour ça que je veux qu'il y ait une expression de plusieurs députés sur la blockchain à l'Assemblée nationale, parce que l'esprit conservateur est très présent. On ne sait pas en fait comment ça va transformer les filières économiques aujourd'hui. On ne sait pas si ça sera les blockchains privées finalement qui seront uniquement utilisées ou ça sera des blockchains ouvertes avec des crypto-actifs qui circuleront, avec des marchés secondaires qui se développeront. On ne le sait pas vraiment. Mais en revanche, barrer une des voies d'expansion en disant les blockchains ouvertes avec des jetons ou des crypto-actifs ou des crypto-monnaies, c'est mal, ça me paraît très dangereux d'un point de vue stratégique. Et c'est pour ça aussi que je m'exprime fortement sur ce sujet pour que on ait une parole politique la plus ouverte possible afin que le champ des expérimentations soit possible en France. Et je ne doute pas que ce qui se développera correspondra aux attentes des filières économiques et aux attentes des consommateurs, aux besoins. Et moi, j'ai envie que ça se développe en France, quelle que soit finalement la solution qui émergera, que ce soit une blockchain fermée ou une blockchain ouverte. Moi, je crois de façon naturelle plus à une blockchain ouverte avec crypto-monnaie et crypto-actifs parce que c'est plus facile à orchestrer et une gouvernance. Quand vous avez une filière économique comme le secteur de l'agroalimentaire, vous avez des milliers de participants sur un enjeu qui peut être la traçabilité de l'alimentation. Alors on voit que pour l'instant, Carrefour ou d'autres, ou Casino, développent des blockchains fermées avec leurs fournisseurs pour faire de la traçabilité alimentaire de certaines filières. Typiquement, Carrefour, c'est sur le poulet. Donc de l'éleveur du poulet, l'abattage, le transporteur, l'industriel, et puis Carrefour à la fin. Mais on voit bien que le problème de la confiance des consommateurs dans ce qu'ils achètent et ce qu'ils mangent, c'est pas uniquement pour le poulet, c'est pour l'ensemble des produits. Et puis c'est aussi l'ensemble des distributeurs. Ils vont pas uniquement chez Carrefour faire leurs courses. Et donc on voit bien que c'est sous forme d'une plateforme que ça va se développer, sans doute. Et si c'est ouvert, la connexion à cette plateforme sera ouverte à tous. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le modèle ouvert. Plus globalement, certains politiques semblent évoquer le sujet en se pinçant le nez au prix de multiples erreurs. J'ai par exemple été contraint d'écrire de nombreux articles de fact-checking pour expliquer notamment que Bitcoin n'était pas une entreprise et n'avait par conséquence pas d'actionnaires.
Pourquoi ça? Pourquoi tant de méconnaissance des fois? Parce que c'est pas grand public aujourd'hui. Oui, mais pourquoi ils y a s'expriment pas- dessus alors qu'ils n'y connaissent rien? Mais parce que les journalistes leur posent des questions. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'était Ah c'était bon? dans le cadre de discussions. C'était au Sénat. Hein. C'était au Sénat. C'était parce qu'il y avait une audition et que les sénateurs ont assisté et que quand des députés ou des sénateurs assistent à une audition, ils veulent poser des questions et c'est dommage que dans ces cas-là de ne pas suffisamment bien préparer le sujet, je dirais. Voilà, mais c'est un sujet qui n'est pas encore un sujet grand public. Moi, je suis très engagée sur les enjeux numériques, vous l'avez rappelé, mais je suis aussi politique et donc ça m'arrive très souvent de discuter avec des journalistes politiques. Il n'y en a pas un qui me parle de blockchain. Et en fait, les journalistes politiques nous parlent des sujets grand public. Hein. Ça ne touche pas encore les gens. Et est-ce que des fois vous passez pour une illuminée auprès des autres députés en parlant de ces sujets-là qui sont très complexes? Moi, par exemple, avec mes collègues journalistes, des fois, je passe un peu pour un fou en leur parlant de blockchain. Non, mais j'ai pas l'air. Est-ce que j'ai l'air d'une illuminée? Pas du tout. Non, voilà. Je pense il y en a certains qui sont habitués à moi, ce que j'aime ce qui m'intéresse en fait dans mon rôle de député sur ces enjeux numériques, en dehors de ce que je peux faire sur la circonscription ou sur des sujets plus politiques, c'est de prendre des sujets en amont de l'actualité. Pourquoi? Pour faire de la pédagogie et qu'on essaye de ne pas prendre de mauvaises décisions qu'on aura du mal à rattraper plus tard. Et donc, que ça soit sur la neutralité d'Internet, on l'a évoqué en 2010 avec Corinne Herel, que ça soit sur les objets connectés, l'intelligence artificielle, c'était notre rapport de 2017, ou encore sur le développement de l'économie numérique en 2013-2014, c'était avant que ça soit un vrai sujet d'actualité. Et je pense que notre rôle de député, enfin mon rôle de député aussi, c'est comme ça que je le sens, c'est de faire de la pédagogie politique auprès de mes collègues sur ces enjeux pour qu'on prenne les bonnes décisions. Et vous trouvez que ça marche? Parce qu'on évoquait tout à l'heure que la France avait privilégié le Minitel au début des années 90, considérant qu'Internet était mal adapté à la fourniture de services commerciaux. Ouais. Donc 25 ans, 30 ans plus tard, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va reproduire la même erreur là? Ah non, je veux pas qu'on reproduise la même erreur. Mais Et en vous fait, ne vouliez pas, c'est une chose, mais est-ce que ça va pas se produire? Parce que des fois, moi, je suis pas Madame Soleil, je peux pas vous dire exactement ce qui va se passer dans l'avenir, mais j'ai l'impression aujourd'hui que les institutions ne repoussent pas ça de la même façon que ça a été fait au moment d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a l'autorité des marchés financiers, il y a la Caisse des dépôts et consignations, il y a le Trésor qui travaille de façon ouverte et constructive sur ces sujets. C'est beaucoup, ce sont des institutions qui ne sont pas forcément des institutions geeks, innovantes et d'habitude très audacieuses. Mais là, moi, je trouve qu'ils savent prendre à bon escient une parole progressiste et une parole ouverte vis-à-vis de la blockchain, et c'est extrêmement important. On a un ministre de l'économie qui n'a pas des paroles négatives par rapport à la blockchain et même par rapport aux crypto-monnaies aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important aussi parce que ça conforte les acteurs sur le terrain pour dire que la France a envie d'accompagner cette nouvelle technologie. Et puis, il y a le travail que fait l'Assemblée nationale avec 2 missions, dont 2 rapports. Celui sur les crypto-monnaies qui est rapporté par Pierre Persson et puis celui que je co-rapporte avec Jean-Michel Mis sur les usages de la blockchain. Tout ça, ça donne en fait aux acteurs qui ont des business models autour de la blockchain des points d'ancrage positifs en message politique sur la blockchain. Alors tout n'est pas parfait, mais il y a quand même la parole politique est importante pour conforter l'action des gens sur le terrain. Moi, je m'en rends compte en circonscription, mais c'est vrai aussi pour les nouveaux domaines économiques. Et aujourd'hui, la parole politique, elle est plutôt positive. Elle est positive. Que ça soit vis-à-vis de l'innovation, que ça soit sur la blockchain et même, je dirais, sur les crypto-monnaies, parce on doit aussi dire la vérité. Les crypto-monnaies servent aussi auprès de plateformes qui ne font pas suffisamment le contrôle de KYC, de blanchiment d'argent et donc directement de financement du terrorisme, parce que le blanchiment d'argent finance aussi le terrorisme. Donc on doit lutter contre ça politiquement. Il faut absolument qu'on trouve la bonne façon de lutter contre ça. Et en même temps, il faut aussi politiquement qu'on accompagne ces changements.
Alors, j'ai évoqué notre rencontre avec plusieurs personnalités de la communauté crypto française. Si vous voulez bien, je vais vous poser certaines de ces questions. Alors, la première est de Jacques Favier, donc, qui est secrétaire de l'association Cercle du Coin. Et il évoque la loi de régulation des cryptoactifs qui est en train d'être votée au Parlement en ce moment. Donc je le cite, 6 mois de réflexion pour en arriver à un prélèvement à 30% sur les plus-values et au visa AMF pour les ICO. Qu'est-ce qui vous permet de penser que ça sera suffisant, quand tous les pays limitrophes sont à des taux de prélèvement plus compétitifs ? Alors, le premier point, c'est ce qu'il y a dans la loi Pacte qui concerne le visa AMF. Ça, c'est vu très positivement, en fait, par l'ensemble des startups étrangères. Donc, c'est plutôt un outil attractif, en fait, de la France, ce qui est dans la loi Pacte. Et c'est très bien. Ce qu'il faut sécuriser, naturellement, c'est la lecture au Sénat qui va avoir lieu en janvier-février, donc l'examen au Sénat de la loi Pacte, en particulier le dispositif que nous avons voté et qui est une absolue nécessité, qui est le droit d'accès à un compte bancaire. Donc on a confié ce rôle à la Caisse des dépôts et consignations dans la loi Pacte. Ça évoluera peut-être, que ce soit la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque postale, ça m'est égal, mais il faut qu'on maintienne un droit d'accès à un compte bancaire effectif, parce qu'aujourd'hui les startups ont de grandes difficultés, voire une impossibilité pour ouvrir un compte bancaire en France. Donc ça, c'est vu de façon très positive. Après, il y a ce que nous venons de voter dans la loi de finances il y a à peine 15 jours, concernant la fiscalité des crypto-monnaies. Et là, il y a encore des progrès à faire. On le sait, on en a débattu avec le gouvernement. C'est une première brique. La difficulté qu'on a sur ce sujet-là, c'est la variété, en fait, de nature des cryptoactifs, des jetons, entre ce qui peut être considéré comme des fonds propres, en fait, quand vous faites une levée d'ICO, ou qui se rapprochent, ou qui ressemblent à des fonds propres, et puis ce qui ressemble plutôt, en fait, à des services, et avoir la même fiscalité sur des objets aussi différents d'un point de vue usage est compliqué. Le point d'équilibre qui a été trouvé, c'est finalement de taxer à 30% comme des revenus du patrimoine, parce que les revenus du patrimoine sont soumis au PFU à 30%. Je mettrai un bémol près, c'est qu'il n'a pas été accepté par le gouvernement d'avoir un report des plus-values et un report d'imposition des moins-values sur les plus-values pendant 10 ans. Et ça manque par rapport au PFU, et je pense qu'il faudra faire bouger le gouvernement là-dessus. Est-ce que vous pensez que toutes ces questions peuvent encore évoluer en seconde lecture du PFU ? Alors, je pense que ça peut encore évoluer. Oui, ça peut encore évoluer dans le cadre du débat au Sénat, parce qu'il y a un élément important aussi qui va arriver courant décembre, qui est l'autorité des normes comptables va aussi dire comment il faut traiter d'un point de vue comptable les cryptoactifs, les crypto-monnaies et les jetons dans la comptabilité des entreprises. Et ça, c'est un élément important aussi pour le parallèle fiscal. Et puis, je pense que c'est un sujet sur lequel on n'a pas fini de travailler. C'est pas stabilisé. On va et ça continuera à évoluer certainement au cours de l'année 2019 en fonction de notre compréhension, en fait, de cette nouvelle économie liée à la blockchain et liée aux jetons, liée à l'expérience des ICO. On va voir aussi comment évolue le marché. Voilà, il faut pas... j'entends les critiques, hein, je les ai lues et je les ai vues et je remarque, mais légiférer, c'est un équilibre. Moi, j'aurais aimé qu'on soit plus attractif, mais le gouvernement veut un équilibre par rapport aux autres placements du patrimoine. Est-ce que vous auriez été favorable à l'alignement de la fiscalité de l'or, donc c'est-à-dire une taxation à 11,5% sur le montant total de la vente ? Pour les crypto-monnaies, c'est peut-être une piste. Mais le problème, c'est qu'on a... on a une seule règle fiscale aujourd'hui pour des jetons qui sont de nature extrêmement variée. Et tout ne ressemble pas à l'or. Voilà, donc je pense que c'est une réponse qui est extrêmement partielle. C'est très avantageux pour ceux qui détiennent des bitcoins.
Mais c'est pas forcément la même chose quand c'est de l'Ethereum, et c'est pas forcément la même chose quand c'est un jeton qui est un jeton de service. Et encore une dernière question de Jacques Favier. Où en est-on du droit au compte pour les startups crypto à qui les banques ont peur d'ouvrir des comptes? Donc la loi Pacte prévoit, vous le disiez tout à l'heure, que ce soit la Caisse des dépôts qui s'en occupe. Mais celle-ci a, semble-t-il, botté en touche via la députée Sophie Errant de LREM, qui préside sa commission de surveillance. On a envie de dire, bon, tout ça pour ça. Donc qui va donc s'occuper d'ouvrir des comptes bancaires? Parce que c'est crucial, en fait, dans cette régulation. Alors pour moi, je vois que ce qui est dans la loi aujourd'hui, il y a un droit effectif au compte bancaire et on y tient énormément. Donc j'ai commencé à travailler avec le Sénat pour qu'il ne détricote pas tout au Sénat. Ce qui est pas mal, c'est que comme c'est pas dans un article additionnel, ce droit au compte, d'un point de vue technique législatif, nous aurons une nouvelle lecture où on pourra redébattre de ce sujet-là, parce que je suis pas sûre que la CMP, la commission mixte paritaire, en fait, aboutisse sur la loi Pacte. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il serait mieux qu'on arrive à trouver d'ici la fin de l'examen de la loi Pacte un accord avec le gouvernement pour qu'il y ait une banque publique non exposée de façon internationale qui accepte d'ouvrir ses comptes bancaires pour les startups de la blockchain. En fait, le problème est le suivant, c'est pas tant la réglementation européenne qui pose des problèmes aux banques françaises, puisque avec ce qu'on met dans la loi Pacte, elles vont avoir une assurance d'une traçabilité, des KYC, des respects des réglementations par un visa de la CPR si nécessaire. C'est pas tant ça, c'est beaucoup plus l'exposition qu'elles ont à l'extraterritorialité de la loi américaine qui les fait très peur. Et en fait, l'ensemble des banques internationales, pas uniquement les banques françaises, sont très très réticentes dans tous les pays à ouvrir des comptes à des startups de la blockchain. Et quand on voit des banques qui le font, sont en général des banques publiques. Donc c'est pour ça que j'insiste pour que la Banque Postale ou la Banque de France ou la Caisse des dépôts le fassent. Ce que nous dit la Caisse des dépôts, c'est que c'est pas une banque de dépôts, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'infrastructure pour gérer des comptes. Ouais, ça, j'entends. J'entends. C'est pour ça que c'est peut-être mieux que ce soit la Banque Postale ou la Banque de France. Moi, ça m'est égal. Il faut qu'il y en ait une. Et voici une dernière question de Quentin de Beauchesne, alias CryptoFR, qui réunit la plus grande communauté francophone sur le sujet. Il vous demande si vous êtes déçu de la tournure des événements sur la fiscalité des crypto-monnaies dans la loi Pacte. Il demande aussi si on peut encore éviter le fiasco. Désolé si on revient encore aux questions fiscales. Hein. Est-ce que je suis déçue? C'est terrible, hein, parce que je comprends leur déception. Et j'aurais aimé qu'on puisse voter un dispositif encore plus attractif, bien évidemment. Mais par rapport à ce que j'ai vécu sur le numérique depuis 11 ans et des débats qui étaient toujours en retard par rapport aux problématiques qu'on rencontrait sur le terrain, j'ai du mal à critiquer de façon frontale le gouvernement, parce que ils ont avancé sur ce sujet-là. Il y a des briques de base et je pense qu'on pourra à partir de ça aller plus loin avec eux. Ok. Et une dernière question maintenant. On avait déjà eu l'occasion de faire un sujet ensemble sur la représentation des femmes dans le secteur blockchain. Et vous m'aviez expliqué ce qu'il faudrait faire en fait pour qu'il y ait plus de filles qui travaillent dans ce secteur-là. Est-ce que vous pourriez nous résumer dans 21 millions ce que vous nous aviez dit à l'époque ? Mais ce qu'il faut, c'est que ça soit incarné, en fait. Il faut que l'orientation, elle se passe au lycée, au collège, au lycée, en fait. Et quand je me déplace dans un lycée pour présenter ma fonction de députée et que vous êtes devant une classe de terminale S, les filles vous disent, moi, je veux faire médecine ou veto. Quand elles sont scientifiques, elles veulent rester dans des filières scientifiques. Sinon, elles veulent aller faire une école de commerce. Il y en a peu qui vous disent, moi, je rêve d'être ingénieur et puis de créer un nouveau produit innovant. Donc, il faut qu'il y ait des femmes, en fait, qui incarnent ces fonctions-là et qui expliquent comment, par leur fonction d'ingénieur, par leur fonction en informatique, elles changent le quotidien des gens. Je pense que les femmes sont attachées en fait à avoir du sens dans leur travail par rapport au quotidien des gens. Quand elles disent je veux faire veto ou médecine, c'est pour s'occuper des animaux, pour s'occuper des gens. Et donc si les jeunes lycéennes ou même au collège, les filles bonnes en sciences comprennent que le métier d'ingénieur, c'est aussi
pour changer le quotidien des gens dans leur vie de tous les jours. Je veux dire, c'est des gens qui ont conçu les iPhones et ça change la vie de tous les jours. Les applications qu'on a développées sur notre portable, c'est conçu par des ingénieurs. Ça change notre quotidien. Mais les jeunes ne le savent pas, en fait. Ils savent pas que derrière ces métiers-là, derrière tout le fonctionnement de notre vie quotidienne, il y a aussi des ingénieurs. Et je pense qu'il faut que ça soit incarné, oui. Très fortement incarné, parce qu'aujourd'hui, elles sont pas attirées vers ces métiers-là, elles ne se sentent pas à leur place, et elles vont vers des métiers où il y a sans doute plus de femmes. Qui sont pour vous les personnalités les plus inspirantes dans le secteur blockchain, crypto ? Femmes et hommes confondus, hein. Moi, j'aime beaucoup Claire Balva de Blockchain Partners. Qui avait fait un épisode de 21 millions. Avant-hier, elle a animé un atelier chez Talent pour quelques femmes du numérique. Donc, c'était organisé avec cette association qui s'appelle Quelques femmes du numérique autour des femmes dans la blockchain. Et il faudrait donner plus de visibilité, en fait, à ces femmes ingénieurs, alors femmes dans la blockchain, mais de façon très générale. Il manque des ingénieurs en France. Il en manque particulièrement dans le secteur informatique. Il en manque encore plus autour de la blockchain et de la cybersécurité. Mais déjà, orientons les jeunes vers les carrières d'ingénieurs et les carrières informatiques et de développement. Et après, très naturellement, elles vont s'intéresser aux sujets comme la cybersécurité ou la blockchain. J'en doute pas. Merci Madame la députée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Laure de la Rodière d'être passée dans 21 millions pour ce 10e épisode. Je tiens également à remercier particulièrement mon ami Ezad qui a composé l'excellent générique que vous entendez depuis le premier épisode. Vous pouvez trouver leurs références dans la description et nos précédentes émissions sur SoundCloud, YouTube, Deezer, Google, Apple et même Amazon Podcast. Je compte sur vous pour m'y laisser un petit mot d'encouragement. Comme je vous le disais au début, c'est vraiment ça qui va faire grandir 21 millions. Et n'hésitez pas non plus à m'interpeller sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!